Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Call it, take it quickly, Origi! He's done it! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Passion Foot pour un nouveau Before. Le foot est officiellement de retour. Ça y est, ça fait plusieurs semaines déjà que ça a repris en Allemagne, mais ça y est, ça a repris également en Angleterre avec bon nombre de matchs. Vous avez pu avoir l'occasion de suivre par exemple Manchester City, Arsenal ces derniers jours. On va s'attaquer à un nouveau match aujourd'hui de Première Ligue en attendant encore le retour de la Serie A qui se fait dès ce week-end. Et on vous parlera aussi de toute l'actualité Mercato, une semaine extrêmement chargée, beaucoup d'actualités. On a été obligé de trier nos actualités pour vous faire parvenir le gratin, vraiment ce qui croustille, vraiment les dernières informations palpitantes de ce Mercato. Et pour parler de ça, je suis bien évidemment avec l'expert Mercato de l'équipe, Mathéo. Comment tu vas, Mathéo ? Ça va très bien, les gars. Et puis, comme tu l'as dit, il y a du très lourd, c'est très chargé. On a dû faire des choix. Mais ça va être très intéressant. Donc, hâte d'en débattre avec vous et de connaître votre avis aussi. Et puis, bien évidemment, pour le pronostic, Brisou Prono, c'est son nouveau surnom, Monsieur Stade, Brisou Prono, qui sera là pour nous parler un petit peu de ce match. Quel match aujourd'hui, Brieux ? Quel match? Eh ben, Manchester United qui va affronter Tottenham sûrement ce soir, quand vous verrez la vidéo, donc vendredi soir à 21h, sur les antennes bien sûr de Canal+ et de RMC Sport, qu'on salue, hein, on ne sait jamais s'ils nous regardent. Donc voilà, gros match pour la reprise de Première Ligue, qui reprend avec deux chocs. On l'a vu hier, mercredi soir avec Arsenal City. On espère qu'il y aura un peu plus de niveau, pourquoi pas, durant ce Tottenham-Manchester. On verra ça bien sûr ensemble. Et ouais, vous vous doutez bien qu'on ne tourne pas le même jour que ces matchs-là, d'où nos petites erreurs de date, mais bon, rien de très très grave. On va tout de suite attaquer du coup à la partie Mercato. Mathéo, tu nous as un peu teasé quand même, beaucoup d'infos. Quelles sont les infos majeures qui pourraient vraiment nous intéresser ? Alors, on va commencer avec du très lourd et un joueur qui agite vraiment la planète football depuis quelques temps. C'est Hakimi, qui est vraiment beaucoup convoité par le Real, par le club auquel il appartient, surtout par le Bayern, le PSG, puis le Borussia Dortmund, sur lequel il est encore un joueur de leur effectif. Donc, ma question, elle est en deux parties. Première question, quid de Zidane ? Quel choix devra faire Zidane pour conserver Hakimi ? On sait qu'il y a Carvajal, Odriozola, même s'il sort d'un prêt peu concluant avec le Bayern, lorsqu'il était au Real, je le trouvais vraiment très très bon. Brieux, par exemple, qu'est-ce que tu penses ? Quel choix devrait faire Zidane, sachant que Achraf Hakimi a envie de jouer, Carvajal est toujours plutôt bon. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à sa place ? Moi, honnêtement, je sais pas quoi dire, parce que moi j'ai toujours vraiment apprécié Dani Carvajal, que j'ai trouvé vraiment. Pour moi, c'est le meilleur latéral droit de cette année, depuis 2010 à 2020. Pour moi, c'est le meilleur latéral droit. Je vois le regard de Charles un peu étonné, mais pour moi, il est devant Dani Alves. On parle d'un joueur qui a gagné 4 Ligues des Champions, qui est très très bon, toujours très régulier. Voilà, pour moi, c'est un joueur qui est extrêmement sous-coté parce que c'est un joueur discret, tout simplement. On n'en parle pas trop dans les médias, etc. Mais c'est un joueur vraiment qui est toujours très bon, qui est très juste offensivement, qui est très bon défensivement aussi. Et à côté de ça, on a la jeune étoile montante du football mondial au poste de latéral, que ce soit à gauche ou à droite. C'est ça l'avantage d'Achraf Hakimi. C'est un joueur qui est extrêmement complet, qui est très rapide, très offensif, défensivement, qui est pas mauvais non plus. C'est vraiment le latéral moderne par excellence. Et moi, personnellement, j'aimerais bien le voir du côté du Real Madrid, parce que c'est un club que j'apprécie. Et puis, je pense qu'il se fondrait très bien dans l'effectif madrilène. Après, effectivement, comme tu l'as dit, Mathéo, à voir ce que va faire le Real Madrid de Zidane. On sait qu'il y a Marcelo qui est vieillissant à gauche, donc pourquoi pas apporter une solution de titulaire à gauche avec Hakimi, même s'il y a le jeune, bien sûr, Ferland Mendy qui pousse aussi. Donc c'est compliqué, le Real a un problème de riche. Donc je sais pas trop. Moi, j'aimerais bien le voir du côté du Real Madrid, et j'espère que Zidane lui fera confiance, même s'il y a du bon monde devant lui. Charles, toi, qu'est-ce que tu penses ? Quel meilleur choix pour Achraf Hakimi ? Avant, j'aimerais parler. Brieux disait que j'étais un peu étonné de son choix. C'était parce que je regardais le contrat d'Achraf Hakimi là. Achraf Hakimi, il est libre le 30 juin.
Non, parce qu'il est libre. Non, il est en contrat jusqu'en 2022, je crois, avec Parce que le Real. Non, c'est qu'il est en fin de prêt. Il est en fin de prêt le 30 juin. D'accord. Ok, d'accord. Parce que je voyais et j'étais un peu étonné de le voir libre. Ça me paraissait un peu étrange. Donc, c'était pour confirmer ça. Après, pour revenir vraiment sur Hakimi, j'ai vu que l'Inter était aussi dessus et espérait en gros revenir sur Hakimi avec les sous acquis lors de la vente de Lautaro Martinez. Je suis d'accord avec Brio, comme quoi c'est un des meilleurs défenseurs droits du monde actuellement, voire peut-être même le meilleur au niveau actuel. C'est sûr qu'au Real, je ne sais pas s'il se fondrait vraiment dans la masse au Real, dans le sens où je le vois pas trop au Real Madrid quand même. Enfin, je le vois pas dans le système de jeu de Zidane. Je le vois plus dans des défenses à 3 en fait, Hakimi. C'est pour ça que moi j'insiste avec du côté de l'Inter, ça serait parfait en piston dans le jeu dans le jeu de Conte. Moi je trouverais ça magnifique. Enfin, dans son rôle là de couvrir tout le couloir. Ça, et puis ça donnerait des caviars aussi devant aux grands attaquants de l'Inter. Donc ouais, moi j'aimerais bien le voir à l'Inter. Ça serait un truc intéressant et puis ça renforcerait encore le championnat italien dans cette idée-là. Mais moi, j'aime bien l'idée de l'Inter parce que je pense qu'avec le football d'Antonio Conte, ça peut rendre bien offensivement tout comme défensivement. Moi, juste, si je Ouais, peux, oui, si je peux rajouter quelque chose. Moi, je pense que ce serait une super nouvelle pour l'Inter parce que c'est vrai que c'est le piston par excellence, Achraf Hakimi. Bon, offensivement, défensivement aussi. Voilà, il vraiment est sur le côté droit ou côté gauche même, c'est un boulevard. Il court tout le temps pendant 90 minutes. Mais ça me ferait mal parce que l'Inter, c'est pas un club que je porte forcément dans mon cœur. Et Ah oui, c'est un joueur que je trouve exceptionnel, Achraf Hakimi. Et je suis pas sûr que le football italien, pardon, ce soit le football qui soit approprié à son style de jeu. Tout simplement, c'est un joueur qui est porté vers l'offensive. Donc moi, franchement, je pense que ça matcherait bien avec le Real Madrid, comme j'ai dit, le football espagnol, ce football porté vers l'offensive, l'amour du beau jeu, ou encore une fois le football allemand. Pourquoi ne pas rester au Borussia Dortmund? C'est un club qui lui convient très bien. Après, bien sûr, il y aura un montant de transfert faudra sortir de chéquier, comme on dit. Donc je sais pas. Je sais pas. c'est aussi pour rebattre un petit peu les cartes. Enfin, moi, je dis l'Inter parce que j'aimerais bien voir d'autres joueurs aller autre part que retourner au Real Madrid ou Bayern Munich ou dans des grands clubs comme ça. C'est bien, enfin, c'est plus par un aspect personnel pour essayer d'avoir, on va dire, des équipes qui sont en capacité de jouer la Ligue des Champions, avoir des meilleurs joueurs. C'est juste ça aussi mon avis, quoi. Ma dernière petite question qui me vient à l'esprit comme ça, une défense avec comme latéraux Davis et Hakimi, ça vous inspire quoi? Ah bah honnêtement, enfin, t'as 2 TGV sur tes côtés. Après, ouais, le seul petit problème encore, c'est peut-être que tes latéraux sont un peu, enfin c'est pas des gros c'est des bons défenseurs, mais c'est pas des gros monstres en défense. C'est des Même s'ils latéraux sont très très offensifs. bons. C'est ça, c'est des latéraux qui sont très très offensifs. Donc comment ça se passe niveau équilibre de jeu? Est-ce que du coup tu te permets de laisser vraiment tes flancs complètement dégagés? Enfin, question d'équilibre aussi, d'équilibre avec ça. Donc à voir, hein, à voir. Mais le Bayern, c'est pas un club qui me hype vraiment pour Hakimi en tout cas. Moi non plus. Moi, je trouve que l'équilibre est très, très juste entre Pavard d'un côté et Davis de l'autre. Les deux sont très bons dans leur rôle. Je pense que ce ne serait pas une bonne chose de tout bouleverser en prenant Hakimi qui concurrencerait les deux. Et comme j'ai dit, il sait jouer à gauche comme à droite, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est ce que je pense. Après, ce serait alléchant, bien sûr, sur le papier. Tu mets Hakimi à droite, Davis à gauche. Et puis, tu sais que tu es serein pour les quasiment 10 prochaines années au poste de latéral, quoi. On parlait du Bayern de Munich, ça y est, ils sont au cœur de l'actualité cette semaine et je vois le petit sourire de Charles ou pas. C'est Kouassi qui va signer un contrat de 5 ans. Kouassi qui était très convoité notamment par le PSG, le club auquel il a refusé un beau contrat professionnel, un beau premier contrat professionnel. Il y a le Borussia Dortmund, Rennes, Leipzig. Ma première question, bon, elle est plutôt pour Charles. Est-ce que tu comprends ce choix? En étant objectif, s'il te plaît. Objectivement, c'est honteux. Non, objectivement, je comprends pas du tout. Genre, vraiment, je sais pas quel est le problème avec les jeunes du Paris Saint-Germain, mais c'est presque envie de dire que c'est une catastrophe. Tu offres à un jeune de 19 ans un contrat pro dans le club auquel il a été formé, dans son club de cœur. Il a assuré dans plein d'interviews avec Kipembe que s'il avait du temps de jeu, il resterait avec grand plaisir. Il a joué quand même, mais pour un jeune de centre de formation, on l'a découvert en Coupe de France, il était monstrueux. Il a failli être titulaire en Ligue des Champions contre Dortmund. Enfin, il a un vrai potentiel. Tuchel lui faisait vraiment confiance. Et je ne sais pas ce qui a changé, dans le sens où pour moi, on était sur une bonne voie.
de signer Kouassi. Mais c'est surtout le choix en fait du Bayern Munich qui m'énerve encore plus, dans le sens où, il se plaint de peut-être d'un manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain pour aller où? Au Bayern Munich. Le problème est le même. C'est ça mon avis. Je trouve ça un peu vraiment irrespectueux pour son club formateur. Que ce soit le Paris Saint-Germain ou que ce soit un autre club, même ces jeunes-là qui partent sans vraiment, parce qu'ils ont des. Je prends l'exemple de Liadji aussi du côté de Marseille. Pour moi, c'est honteux aussi cette situation. C'est pas parce que je suis supporter parisien que oui, c'est parce qu'il va à Lille, toi t'es content. Mais c'est vraiment une situation vraiment que moi j'accepte pas, et je trouve qu'il faut vraiment mettre du respect sur les clubs qui ont formé ces jeunes-là, et après on s'étonne que tous nos jeunes joueurs vont vers d'autres championnats, mais bon, c'est un peu de leur faute aussi, quoi. Donc voilà. Après, pour parler un petit peu du Bayern de Munich, avant de donner la parole à Brieux, au Paris Saint-Germain, là, tu as une toute nouvelle défense qui arrive avec le départ de Thiago Silva, qui semblerait Marquinhos, Il y avait une place à prendre. Je vois mal Tanguy Kouassi s'imposer dans cette défense, même à moyen terme. Au Bayern de Munich, tu as quand même Boateng et Alaba qui sont assez vieux maintenant. Tu as Souleux qui enchaîne les très grosses blessures depuis quelques années. Il vient de 2 grosses blessures de 6 à 8 mois. Tu as Hernandez qui, semblerait partir du côté aussi du Paris Saint-Germain. On pourra en reparler. Donc, moi, je ne suis pas choqué du Bayern de Munich. Maintenant, après, il faudra se reposer des questions sur ce côté respect par rapport au club formateur dans un championnat qui connaît bien, etc. Il est encore jeune. On verra. Maintenant, on sait que le championnat allemand est plutôt bien aussi pour les jeunes joueurs. Ce qui m'amène à poser une question aussi. Brieux, on a parlé du transfert de Hernandez vers le Paris Saint-Germain peut-être. Est-ce qu'on ne va pas du coup sur une petite guéguerre entre le PSG et le Bayern, sachant que Leonardo n'aime pas du tout ces petits coups-là? Je pense que ce serait une bonne chose, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain de prendre des joueurs au Bayern Munich, parce que c'est un calibre, ça se vaut. Bayern PSG, pour moi, c'est la même chose. Après, si je peux revenir juste rapidement sur le cas Kouassi, j'ai un peu être du même côté que Charles. Je comprends pas trop le côté parce qu'il y a pas assez de temps de jeu. On l'a dit, Thiago Silva part, il y avait une place à prendre. Je comprends pas bien le projet qu'il a. Après, c'est vrai, comme tu l'as dit, Mathéo, c'est vrai que Souleux qui se pète tout le temps, Boateng, même si là, il est vraiment de retour à un bon niveau. Moi, cette saison, j'ai quand même été assez dubitatif quant à son niveau. Alaba, vraiment, c'est le patron de la défense, mais il lui reste un an de contrat, si je ne me trompe pas, donc attention aussi. Hernandez, comme tu l'as dit, mauvaise performance et blessure, c'est compliqué pour lui. Donc, il faudra voir ce qui se passe pour lui. Et ça se trouve, moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'il nous fasse mentir et qu'il montre que c'est un grand joueur aussi et qu'il a de l'avenir devant lui. Après, pour revenir sur la guéguerre Bayern-PSG, je ne sais pas s'il y aura une vraie guéguerre ou pas, mais je pense que le PSG aimerait quand même bien leur piquer ou Alaba ou Lucas Hernandez. Ou les deux. Là, juste si je peux rajouter un petit truc. En soi, le choix du Bayern, c'est le choix du Bayern Munich qui le choix du championnat allemand est une bonne chose. Par exemple, je le voudrais peut-être très bien du côté de Leipzig, quand on voit tous les jeunes joueurs qui ont un peu explosé du côté de Leipzig, mais même en Allemagne en général, hein. Les jeunes français, les jeunes de Ligue 1 qui explosent en Allemagne, ça aurait été une bonne solution. Je trouve que le Bayern, c'est un club. Il faut vraiment s'imposer dès le début pour y aller. Juste si je peux te couper là-dessus, Charles, je ne suis pas du tout d'accord. Le Bayern a fait éclore récemment, on voit Serge Gnabry, on voit Kingsley Coman, on voit encore Alphonso Davies. C'est des très jeunes joueurs, notamment Alphonso Davies qui n'était pas, qu'on a annoncé au début de saison, il ne partait pas du tout titulaire, il arrivait comme étant plutôt une surprise. Et là, il montre vraiment que c'est un crack. Donc pour moi, le championnat d'Allemagne, justement, c'est le championnat qui fait le plus confiance aux jeunes. C'est pas pour rien qu'il y a plein des grands talents du championnat de France qui vont là-bas. C'est parce que c'est réputé pour être un championnat qui fait confiance aux jeunes. Kingsley Coman, quand il est arrivé, à la Juve, il avait fait que dalle. Au PSG, il avait fait que dalle. Il est arrivé quasiment directement titulaire. Il faisait des grosses perfs. Ça a tout de suite marché pour lui. Le championnat d'Allemagne, c'est un des rares championnats, peut-être même le seul championnat, qui, quand tu as un jeune qui marche, ils vont pas dire « Ouais, mais il est jeune, il faut peut-être le préserver ». Ils vont dire « T'es bon, tu joues ». Ouais, moi, tu ne parles pas d'âge. Non, mais tu vois, sur le championnat d'Allemagne, je suis d'accord, mais au Bayern, quand on regarde un peu ce que fait Hansi Flick là, avec le Bayern depuis cette saison, c'est ok les Gnabry et tout, mais ils étaient déjà là avant, et c'est des mecs qui sont déjà dans l'effectif. Ouais, mais Davies, il est là, et genre, il était là parce que Hernandez s'est pété. Non, mais non, il y a Alaba, Alaba aussi, gros. Alaba, il a été repositionné aussi parce que Davies, il est trop chaud. Ah oui, mais parce que à la base, t'as Alaba qui est à gauche avec Hernandez.
Ensuite, Hansi Flick a dit vas-y, on va décaler Alaba dans l'axe. Et tu avais Hernandez et Davis. Et quand Hernandez s'est pété, Davis a pris sa Mais place. Et du coup, ça là, n'empêche pas. Ce que je veux dire, Charles, c'est que ça n'empêche pas. Il y a combien de clubs qui auraient dit on va plutôt laisser Alaba à gauche, on va faire redescendre un milieu, on va mettre par exemple Kimmich en défenseur central. Le Bayern n'a pas fait ça, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est un club qui laisse sa chance aux jeunes. Et j'espère qu'ils vont laisser la chance à Kouassi. Ah, mais moi aussi, je souhaite vraiment qu'il laisse sa chance à un joueur qui, à mon avis, a le talent. Mais c'est dommage, c'est dommage. Je pense que franchement, il aura pas le temps de jeu qu'il espérait, comme il pouvait l'espérer peut-être dans d'autres clubs un peu moins réputés, et justement après aller dans ces clubs plus réputés. Mais en tout cas, c'est un très bon choix pour le Bayern, mais selon moi, pas le meilleur choix pour Kouassi. Mais après, pour faire un petit peu la balance, le Bayern, c'est bien aussi pour certains joueurs. Et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, notamment des jeunes Français, peut-être Corentin Tolisso, Michael Cuissance aussi, qui a été aussi embêté par les blessures. Mais voilà, je pense qu'avec un bon mental à la Alphonso Davies, je ne me fais pas trop de soucis pour Tanguy Kouassi. Je pense qu'il aura quand même pas mal de temps de jeu. Ce ne sera pas non plus flamboyant comme s'il était parti à Leipzig ou à Rennes, par exemple. Mais il aura temps de jeu et peut-être plus de visibilité pour un futur en équipe de France. On ne sait pas. Maintenant, on va partir du côté de l'Angleterre. Saïd Benrahma devrait signer à Chelsea pour remplacer Michy sur le départ. Pour faire un petit peu un résumé de sa saison, 10 buts, 8 passes décisives en Championship. Le transfert, s'il se fait, devrait se faire entre 30 et 35 millions. Moi, je trouve ça un peu cher pour un joueur de D2. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Brieux 35 millions pour un joueur de D2 qui a des bonnes stats, mais ça reste de la D2. Qu'est-ce que tu en penses, surtout dans la situation économique actuelle? Dans la situation économique actuelle, on sait que c'est très compliqué pour certains clubs. 30-35 millions, moi, ça me paraît un peu élevé. J'aurais mis 15-20 millions, je pense, sans trop me sourciller sur ce joueur-là. Moi, j'adore ce joueur, tout simplement. C'est un joueur qu'on a découvert dans le championnat de France il y a de ça 3-4 années maintenant. Il a fait des bouts de match avec Nice. Je me souviens d'une frappe incroyable qui termine sa course dans la lucarne, qui met, je ne sais plus exactement contre quelle équipe, c'était peut-être le LOSC à l'époque. Mais c'était vraiment un joueur vraiment... C'est un joueur, on sait que quand il a le ballon, il peut se passer quelque chose. Et ça, c'est un joueur vraiment qui est très, très spécial, selon moi. Il a eu aussi des bonnes performances un peu en dents de scie avec Angers. C'est un joueur qui a été longtemps en manque de régularité. On parle quand même d'un joueur, il y a 3-4 ans, il jouait pas à Angers, quoi. Et là, maintenant, il est pressenti pour jouer à Chelsea. C'est pour vous dire la précocité et la courbe de progression qu'a ce joueur-là. C'est incroyable. Et c'est une très, très belle chose pour ce joueur-là. Et on suivra ça dans les semaines à venir, sachant que Chelsea vient d'officialiser le transfert de Werner, on en avait déjà parlé. Ça y est, c'est officiel, il rejoindra son nouveau club au mois de juillet. Pour revenir un petit peu dans le championnat français, je vais poser surtout la question à Charles. C'est l'Olympique Lyonnais qui est à la recherche d'un cadre pour bien régler sa défense. Il s'agirait de Godin. Il ciblerait Godin. Problème, son gros salaire. Charles, pour toi, réel ou plutôt utopique? Qu'est-ce que tu peux dire de Godin sur cette saison-là avec l'Inter pour les supporters lyonnais qui nous écoutent peut-être? Dans quelle forme il pourrait le récupérer? Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment concret? On est loin du Godin de l'Atlético. Déjà, honnêtement, il y a une baisse de niveau qui est quand même signifiante du côté de l'Inter. Ça reste quand même un très très bon défenseur central. Ça reste un patron. Même si du côté de l'Inter, cette place de patron a plus été donnée à Milan Skriniar quand même d'un point de vue footballistique sur le terrain. Après, je trouve qu'il a quand même ce coffre et cette expérience qui est quand même hyper intéressante pour n'importe quel club, surtout pour un club comme Lyon, qui cherche un peu à avoir cet effectif très, très, très structuré désormais. Et je pense que Godin est une bonne solution. Après, est-ce que c'est utopique? Je pense que vraiment, c'est juste une question économique. C'est le salaire qui pose problème, mais je pense que ça serait une bonne idée pour le sportif, pour le vestiaire aussi également, d'avoir un patron qui a joué des finales de Ligue des Champions, qui est champion d'Espagne avec l'Atlético, qui a fait des demi-finales et des quarts de finale de Copa América et de Coupe du Monde. Enfin, c'est quand même un joueur avec de l'expérience et ramener. Tu prends un capitaine. Oui, voilà, c'est ça, tout simplement. Tu prends quelqu'un qui vraiment peut arriver et calmer tout ce groupe-là qui, à mon avis, est en ébullition actuellement. Après, ouais, pour moi, là, je pense que Aulas est en moyen de le faire, mais je pense qu'il devrait vraiment essayer de tout faire pour récupérer Godin. Ça serait une très bonne idée pour Lyon, mais aussi pour le championnat français d'un point de vue général. Merci Charles, merci les gars pour vos commentaires. On va finir avec les infos en vrac rapidement pour vous dire qu'il y a eu énormément d'informations, énormément de débats cette semaine.
accord Serhou Guirassy avec le Stade Rennais. Il manque plus qu'à trouver un accord avec Amiens. Mais à mon avis, ça devrait s'accélérer dès demain, enfin dès aujourd'hui plutôt, vendredi, avec le point final. On va enfin savoir si ce sera une Ligue à 22, une Ligue à 20. Donc on verra. Et puis un autre gros coup pour un club français, c'est Schneiderlin, Morgan Schneiderlin, qui arrive enfin à Nice. Le joueur de 30 ans sera officialisé dans les heures, peut-être dans les jours à venir. Donc on suivra ça de très près. Et dès la semaine prochaine pour la nouvelle rubrique Mercato. Merci beaucoup Mathéo pour cette magnifique rubrique Mercato. Encore beaucoup d'infos qu'on n'a pas pu traiter, mais bien évidemment, vous aurez ces informations plus tard dans d'autres Before, dans d'autres rubriques Mercato de notre cher ami Mathéo. On va parler terrain désormais. La Première Ligue est officiellement de retour. Ça y est, des gros matchs qui vont arriver, des gros chocs en Angleterre, une course à la Ligue des Champions. Le titre est quasiment joué, bien évidemment. Une course à la Ligue des Champions qui va être effrénée entre beaucoup de clubs. Chelsea, Tottenham, Manchester United, beaucoup de clubs qui vont se battre. Et on a un choc actuellement pour cette place entre Tottenham et Manchester United dans le nouveau stade de Tottenham. Moyeux, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce choc absolument attendu par toute la planète du football? Ouais, Charles, tu l'as dit, on va parler donc du choc, du premier véritable choc de la 30e journée de championnat de Première Ligue, donc avec Tottenham qui reçoit Manchester United donc vendredi à 21h15 sur les antennes, comme je l'ai dit avant, de RMC et de Canal+. Donc on a deux équipes qui sont en difficulté cette année, c'est deux équipes qui déçoivent, qui ont eu un changement de traîneur notamment pour Tottenham, avec le remplacement de Mauricio Pochettino qui sortait d'une finale de Ligue des Champions par José Mourinho, l'ancien coach de Manchester United. Du côté de Manchester United, c'est une saison, je dirais encore une fois, de transition, si je puis dire. 45 points, à 3 points finalement quand même de Chelsea pour une place en Ligue des Champions. Tottenham qui est un peu plus loin, qui est 8e à 7 points de Chelsea en championnat. Ces deux équipes, c'est quand même compliqué pour elles cette année d'être réguliers. On a vu de nombreuses contre-performances de Manchester United contre les plus petites équipes. Donc c'est compliqué. Manchester United aussi qui a un problème, je dirais, de leadership. Voilà, on sait que Paul Pogba est blessé depuis le début de la saison. C'est compliqué au milieu de terrain, même si là ça va mieux bien sûr avec le recrutement de Bruno Fernandes qui est arrivé cet hiver et qui fait voilà un carnage en championnat tout simplement. Au niveau des équipes, d'abord on va parler de la saison des équipes. Qu'est-ce que vous pensez de cette saison? Manchester United qui déçoit, Tottenham qui déçoit. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Manchester? Charles, on va commencer par toi. Selon toi, qui a le meilleur effectif et le plus à même, je dirais, de battre l'autre demain? Étrangement, le meilleur effectif, pour moi, il est du côté de Tottenham. J'ai la fiche d'effectifs là juste à côté de moi pour regarder un petit peu. Il y a quand même des mecs, ils ont du ballon, hein, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou devant. C'est un effectif qui est très très complet. Et bizarrement, je vois plus Manchester City avec un effectif, on va dire, un peu moins complet, être plus dans le match. Manchester United. Manchester United, pardon, j'ai dit City. Pardon, Manchester United. Je les vois plus dans le match quand même que Tottenham. Déjà parce que le football de Mourinho ne me parle absolument pas. Mais c'est surtout que j'ai l'impression que Solskjaer a trouvé un effectif vraiment intéressant. Marcus Rashford revient de blessure en plus du coup grâce à cet arrêt du championnat. Donc tu as un effectif qui revient au complet, des joueurs qui seront peut-être plus investis. Paul Pogba, on ne sait pas où est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est une grève ou est-ce que c'est vraiment une blessure? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est un effectif qui peut vraiment, qui à mon avis, sur le papier, est moins fort que Tottenham. Mais sur ce match-là, il a toutes ses chances face à ce Tottenham-là. Surtout quand on voit le football de Mourinho, encore une fois, où avec des joueurs offensifs, pratiquer un jeu aussi défensif, c'est un peu un comble. Voilà, comme l'a souligné Charles, compliqué d'apprécier, voilà, Charles qui nous fait un magnifique zoom, compliqué d'apprécier donc le football plutôt défensif de José Mourinho et Tottenham. Toi, Mathéo, est-ce que tu penses par exemple qu'une doublette, une association Pogba-Fernandes pourrait faire craquer la défense, l'effectif plutôt... ils ont le style de jeu défensif du Tottenham de José Mourinho? Carrément, moi, le club de Manchester United me hype plus que Tottenham. En tout cas, quand on voit les formes, on a deux extrémités. D'un côté, avant le confinement, avant l'arrêt du football, on a un Tottenham qui ne gagnait plus rien. Je crois qu'ils sont sur 5 matchs sans victoire. Et de l'autre côté, on a un Manchester qui rayonne, avec 5 matchs sans défaite, si je ne me trompe pas, donc 4 victoires, qui ont de très bons clubs, notamment en Europa League. Donc voilà, et puis ils reviennent bien. Martial revient plutôt bien. D'ailleurs, je suis plutôt content pour l'équipe de France, c'est pas mal. Pogba, je ne sais pas s'il est de retour là avec l'effectif, enfin.
Si, Donc, si, ouais, on sait pas. il a repris l'entraînement en même temps que l'effectif. Il s'est entraîné un peu chez lui pendant le confinement. On espère qu'il va revenir en forme et enfin voir un Pogba sur le terrain cette saison. Voilà, donc un retour comme ça dans l'équipe, c'est vraiment pas négligeable, surtout qu'on a Bruno Fernandes qui s'éclate dans le milieu de terrain. Donc voilà, moi je dirais plutôt du côté de Manchester United que Tottenham. Après, il y a plus de forme qui compte puisqu'on recommence un peu sur une page blanche. Et donc quand on voit des Harry Kane arriver un petit peu, pas en surpoids, mais un petit peu gros quand même, pour pas le dire, du confinement, on se pose des questions. C'est que Dele Alli n'est pas forcément bon depuis quelques années maintenant. Donc voilà, j'irais plus du côté quand même de Manchester United. On reparlera bien sûr de l'état de forme de certains joueurs, même si on a vu que hier, un Kevin De Bruyne qui était arrivé un peu mal dégrossi, je dirais, à la reprise, a fait finalement un match avec Kevin De Bruyne. Voilà, il était sur tous les bons coups du côté de Manchester City. De Bruyne n'a pas le même talent qu'un Dele Alli, par exemple. Non, mais on parlait d'Harry Kane. Oui, mais dans la même idée, dans le même poste, il y a des joueurs qui sont talentueux, qui peuvent avoir vraiment ce truc où ils peuvent jouer 6 mois et revenir et être absolument monstrueux. C'est le cas des Messi aussi du côté de Barcelone et des Kevin De Bruyne qui sont absolument sur une autre planète. Bien sûr, bien sûr. Donc maintenant, on va plus se pencher avant de parler bien sûr d'un joueur qui pourrait faire la différence. On va se pencher sur le résultat. Selon vous, qui va gagner ce match? Voilà, on vous a entendu parler plutôt de Manchester United qui, selon vous, va mieux rentrer dans cette reprise du championnat. Charles, on va commencer par toi. Tu penses que Manchester va gagner? Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Manchester? Et s'ils vont gagner, sur quel score? Bah, étonnamment, quand tu dis, on parlait des formes, là, tu vois, Manchester United, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, un seul nul. Ils ont battu City. Enfin, je pense que mentalement, ils sont mieux préparés, même ils sont psychologiquement mieux dans leur tête pour affronter un match comme ça contre Tottenham, qui en plus s'est fait éliminer de la Ligue des Champions avant cette trêve. Mais attention, Mourinho, ça reste un très grand entraîneur et il peut très bien mettre le bus devant son goal et juste décider de faire des contre-attaques avec des joueurs rapides et gagner 1-0 et après tout mettre derrière. Donc ça va être un match compliqué quand même. Mais je verrais quand même une victoire de Manchester United sur un score de 2-0, maîtrisé, tranquille, dans la continuité de ce qu'ils ont fait avant la trêve. D'accord, très bien. On sait que Tottenham, justement, ils ont un bel effectif. Hein. Là, par exemple, je vais vous lister un peu quelques milieux de terrain qu'ils ont. On parle de Dele Alli, quand même, qui a fait des très bonnes saisons dans le passé. Gedson Fernandes, tout jeune espoir portugais qui est arrivé cet hiver. Giovanni Lo Celso, que Charles connaît très bien et moi j'adore, c'est un super joueur de ballon. Tanguy Ndombele, qui a un peu de mal cette saison, mais qui a fait des très bonnes performances quand même. Moussa Sissoko, voilà, le fameux Moussa Sissoko, l'homme à tout faire de Tottenham. Ou encore Vincent Wanyama, qui est un joueur très physique, très bon, même s'il a moins joué cette saison. Et bien sûr, Harry Winks, la révélation de ce milieu de Tottenham. Toi, Mathéo, que penses-tu de ce match? Quel score? Comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, je pense plus vers une victoire de Manchester United. Je verrais bien un 2-0, comme tu dis Charles, un match un petit peu fermé avec un but peut-être sur un coup de pied arrêté. Et pour parler buteur, je dirais Marcus Rashford, qui a 14 buts cette saison, qui est plutôt pas mal. Il confirme d'année en année. Et puis un but sur corner, aller à la Wan-Bissaka, peut-être qui enchaîne des très bons matchs et qui est une réelle satisfaction pour l'équipe de Manchester. Donc je partirais sur un 2-0, un match assez fermé, mais avec, je dirais, une bonne possession quand même de Manchester United qui fera le jeu. Oui, comme tu l'as dit, Wan-Bissaka qui a finalement je dirais que le recrutement mancunien a plutôt satisfait cette saison, que ce soit Harry Maguire, même s'il a coûté très très cher. Bruno Fernandes, comme on l'a dit cet hiver, qui est arrivé pour 55 millions. Aaron Wan-Bissaka, qui est arrivé aussi pour 55 millions, mais qui satisfait vraiment sur son côté droit, qui est vraiment très très bon cette saison, je trouve. Et le petit Daniel James, voilà, le format poche, qui est le meilleur passeur de Manchester United cette saison. Moi, pour ma part, je vois aussi le club entraîné par Solskjaer remporter la donne, simplement que dans les gros matchs cette saison, je les ai trouvés très intéressants. Et finalement, s'il y avait des matchs où ils étaient plutôt réguliers et bons, c'était dans les grands matchs. Donc on les a vus battre notamment Manchester City quelques semaines avant l'arrêt du championnat, je crois sur le score de 2-0 et 2-1 en coupe et en championnat, quelque chose comme ça. En tout cas, je les ai trouvés vraiment intéressants pendant ces matchs-là. Et même en début de saison, ils avaient, je crois, martyrisé Arsenal 4-0 à l'entame du championnat. Donc c'est vraiment une équipe qui réussit dans les gros matchs cette saison. Manchester United, une fois n'est pas coutume. Donc ce sera intéressant de voir ça.
Après, au niveau des joueurs, voilà, Mathéo, tu l'as dit, Marcus Rashford a marqué 14 buts, Anthony Martial 11 buts, c'est les deux locomotives, je dirais, de Manchester United. Bruno Fernandes qui est en grande forme aussi. Charles, toi, tu penses quoi? Est-ce que tu penses que Tottenham peut rivaliser avec, on l'a dit, Harry Kane qui a 11 buts, Hugminson qui fait encore une très bonne saison avec 9 buts et 8 passes décisives, pardon. Quel joueur peut apporter ce petit déclic à Tottenham qui peut faire jouer la différence? On a vu aussi le recrutement de Steven Bergwijn qui est arrivé cet hiver du PSV Eindhoven, qui a apporté pas mal de choses aussi en championnat, pardon. Quel joueur va faire les différences, Charles? Bah, du côté de Tottenham, c'est quand même, enfin, j'ai le classement juste à côté de moi, c'est quand même 47 buts cette saison. C'est une des meilleures attaques de Première Ligue en tout cas. Il y a des joueurs vraiment très très intéressants, mais j'ai pas ce joueur dans le sens qui peut faire la différence à lui tout seul dans cet effectif. C'est ça qui manque à cet effectif de Harry Kane, Tottenham. peut-être. Mais le problème, c'est qu'Harry Kane, il va finir les actions. C'est pas un créateur de jeu, c'est pas un joueur de ballon, Harry Kane. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas ce joueur qui va arriver et qui va complètement transformer l'équipe par ses appels, par ses passes, par sa distribution de ballon. Ce vrai numéro 10. Il manque un vrai numéro 10 à Tottenham. Le départ d'Eriksen, finalement. Exactement. C'est exactement là où j'allais en venir. Il n'y a plus Eriksen pour prendre ce rôle-là. Et ça se ressent vraiment dans l'effectif de Tottenham. Après, forcément, le joueur à qui on vient en premier pour, quand tu dis faire la différence, c'est Harry Kane parce que c'est un très très grand attaquant. Mais c'est pas un joueur de ballon et il manque ce truc à Tottenham. Et puis j'aimerais aussi dire que Manchester United, c'est quand même la 4e meilleure défense de Première Ligue cette saison, avec seulement 30 buts encaissés. Il y a Manchester City qui est avec à 31, Liverpool 21 et Leicester 28. C'est une très très grosse défense City. Et je pense que Tottenham va se casser les dents sur cette défense. United, je vais y arriver, vous inquiétez pas. United fait vraiment, c'est un mur cette saison. Donc ça va être très très compliqué pour Tottenham d'un point de vue offensif. Mais après, comme a dit Matteo, sur un corner, sur un coup de pied arrêté, on sait que Mourinho, il utilise beaucoup ce système de jeu-là. Donc ça peut être très intéressant quand même. Mais gros test en tout cas pour les attaquants de Tottenham. Très bien, toi Mathéo, on sait comme l'a dit Charles, Manchester United sur le papier, c'est pas une défense très très avec des grands noms, j'ai envie de dire. On parle de Eric Bailly, Victor Lindelof, Harry Maguire qui est arrivé en grand pompe cet été, ou encore Luke Shaw et bien sûr Aaron Wan-Bissaka. Toi, est-ce que tu penses que la défense de Manchester United va réussir à contrer justement ces attaquants de grande classe de Tottenham ou pas? Oui, je pense que c'est des joueurs qui sont assez costauds et très agressifs sur le ballon, parfois peut-être trop. Mais pour revenir un petit peu sur les buts, si tu peux me permettre d'insérer une petite statistique, sur les 5 derniers matchs, 4 matchs ont vu plus de 2,5 buts entre les deux équipes. Donc bon, là, on arrive dans une forme un peu différente, mais je disais tout à l'heure que ça allait peut-être être un match fermé. Malgré tout, il peut y avoir quand même pas mal de buts, comme il en a l'habitude. Et puis Manchester gagne 4 victoires contre 1 victoire sur les 5 dernières rencontres. Donc évidemment, je pense que l'équipe de Manchester aura la recette pour contrer celle de Tottenham et puis leurs attaquants qui sont franchement rapides sur les côtés. Moi, pour ma part, je vais me prononcer un peu plus sur les joueurs qui vont faire la différence. Je pense que la doublette Pogba-Fernandes va vraiment briller et vraiment montrer l'étendue de son talent au football anglais. Moi, je pense que Rashford aussi va... Moi, je verrais bien ou un but de Marcus Rashford ou un but d'Anthony Martial, pour le coup. Et un but de Tottenham aussi, je verrais bien une action, pourquoi pas emmenée par Lo Celso et fini par Harry Kane, tiens, pour changer. Et puis, je verrais bien par la suite Harry Maguire planter un but de la tête dans les derniers instants, pourquoi pas sur un corner ou un coup de pied arrêté. Donc voilà, c'est un peu ce que je pense au niveau de ce match-là. Je pense que Manchester United aussi va remporter le match parce que ils ont une équipe avec des joueurs qui peuvent plus faire la différence sur un coup. Je pense à Anthony Martial, à Pogba, à Fernandes ou encore à Rashford. Ça fait quand même 4 joueurs qui peuvent sur une action te déclencher et te mettre le feu dans la défense adverse. On verra bien sûr ce que les résultats vont donner. Est-ce que je vais rester sur des résultats probants au niveau de mes pronostics? On fera le point bien entendu la semaine prochaine pour voir tout ça et établir les pronostics de la prochaine rencontre. Bien évidemment, encore une fois, Brisou Prono, bien évidemment, qui va ouvrir son compte Twitter pour balancer ses meilleures cotes. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, de ce petit débat entre Tottenham et Manchester United. Très, très gros match, du coup, tu l'as dit, Brié, 21h15 sur Canal et sur beIN, sur RMC Sport, pardon.
Voilà, très gros match qui nous attend avec 2 effectifs qui ont encore tout à gagner dans cette fin de Première Ligue. On suivra ce match avec grande attention, tous devant nos écrans pour regarder du football. Merci beaucoup, messieurs, pour cette petite vidéo très sympathique en votre compagnie, comme d'habitude. Le football est officiellement de retour, ça y est, on va plus se le cacher. On revit enfin. Nous pouvons passer nos journées, nos dimanches et toutes nos journées dans notre lit à regarder du football. C'est vraiment la vie qu'on aime. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, de commenter, de nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les infos sur la chaîne YouTube du Très Lourd arrive avec un été chargé, avec le retour de la Ligue des Champions et plein d'autres sujets que nous allons traiter sur Passion Foot. On vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Très bonne journée à vous.